où et comment se former à la ludopédagogie, hein, parce que on a beaucoup parlé, et j'imagine que toute la journée vous avez parlé de ça, et ça fait effectivement le lien avec ce que vient de dire Antoine, hein. Finalement, comment on se forme à la ludopédagogie? Alors, pour ça, on a souhaité vous proposer 7 temps, hein, rapides, hein, mais dans cette table ronde. Donc, tout d'abord, vous allez avoir des présentations d'étudiantes. Donc, 3 étudiantes, 2 étudiantes de licence et une étudiante en formation continue, qui n'est plus étudiante, vont vous faire un retour sur comment elles, pour le coup, ont vécu ces enseignements réalisés de ludopédagogie. Bon, ça a été ça sera les 2 premiers temps. Donc, je donnerai la parole tout à l'heure à Julie et à Emma, qui nous parleront des cours qu'elles ont suivis avec moi avec des wargames. Ensuite, on aura Suzon, qui a suivi le diplôme d'université Apprendre par le jeu. Et donc, juste après, Julien abordera vraiment le débat en expliquant pourquoi il a co-créé, en tout cas, ce diplôme d'université qui permet d'apprendre à être ludopédagogue. Après, nous entendrons Laurent, qui a déjà commencé, puisque même si je l'entends pas, je le vois, qui présente son ouvrage. Et donc, Laurent pourra présenter son ouvrage à la face entière du monde. Voilà. Donc, pourquoi Laurent a écrit ce livre? Là aussi, il y a une volonté de diffuser la connaissance en ludopédagogie. Ensuite, je reprendrai un petit peu la parole et je vous dirai pourquoi finalement ce projet est ultime. Le projet que je vous ai présenté un petit peu tout à l'heure, c'était ce qu'on faisait, mais pourquoi au début j'ai souhaité créer ce projet d'ultime qui a une volonté de création de connaissances puisque c'est un projet de recherche. Et enfin, on laissera la parole à Antoine Chollet, qui lui aussi, il y a 7 ans, s'est dit, mais moi j'aimerais regrouper celles et ceux qui travaillent autour de la ludopédagogie. Et Antoine a créé, il y a 7 ans, donc le colloque international Game Evolution. Et donc il nous expliquera pourquoi il a eu cette idée, sachant qu'on aura en 2023 la 7e édition du colloque. Et puis enfin, on prendra vos éventuelles questions. Donc voilà, si tout est prêt, je vais donner la parole à Emma et Julie. Donc si Emma commence à avoir l'habitude de parler devant du monde, puisqu'elle est toujours avec moi pour ces tables rondes, Julie, c'est la première fois. Voilà, donc je pense qu'elle est un petit peu intimidée. Mais Emma et Julie, écoutez, vous pouvez prendre la parole et allumer vos webcams. Voilà, Emma. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Emma. à tous. Écoutez, je coupe mon micro, je vous laisse la parole. D'accord, très bien. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Emma Grépillou, je suis en 3e année de licence informatique et management, donc la licence sous la direction de Monsieur Lépinard. Et donc ça fait maintenant 3 ans que je suis un peu dans le milieu des wargames. Donc j'ai commencé les cours avec wargames en L1, avec justement le cours de Retex que j'ai pu refaire en fin d'année dernière. Et c'est le cours dont je vais parler ce soir. Le Retex, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le retour d'expérience. C'est voir du coup comment un manager va traiter les informations et surtout les récolter au cœur de l'action. Et dans le contexte, comment se déroule un cours de Retex? Donc, on a un Wargames. Donc là, c'était Star Wars Armada, qui est quand même assez facile pour rentrer dans l'univers des Wargames pour des personnes, pour des novices, pour des personnes qui ne connaissent pas cet univers, grâce aux figurines, au plateau, qui est quand même assez, on va dire, simple à comprendre, malgré les difficultés des règles des Wargames, c'est quand même un enjeu particulier. Et on a 3 catégories de participants. On a les collaborateurs, les managers et les observateurs Retex. Ces observateurs Retex vont être chargés de récolter les informations, tout comme les managers, mais voilà, les observateurs, eux, font ça discrètement, ils ne sont pas au cœur de l'action. Et en fait, ils sont censés juger l'attitude des managers face aux informations qui courent tout au long de la partie. Et c'est aussi en quoi les wargames sont vraiment intéressants dans ces cours de wargames, parce que les informations, elles sont continues, elles sont perpétuelles tout au long de la partie. On va avoir des signaux forts et des signaux faibles à capter au moindre déplacement de figurines.
ce qui est parfait pour récolter des informations, pour voir si on arrive justement à récolter ces informations. Et en fait, c'est pour des étudiants pour des étudiants en fait qui viennent d'arriver, par exemple en L1, dans les études supérieures, c'est très très immersif et c'est très intéressant de voir à quel point c'est important tous ces processus de récolte d'informations. On n'a pas l'habitude forcément de se dire mais pourquoi je note que j'ai déplacé ma figurine? Ça me semble logique qu'il faut attaquer. Mais en fait, après, quand on se retrouve à la séance prochaine et qu'on doit s'améliorer, parce qu'on veut s'améliorer, c'est un principe d'amélioration continue, et bien c'était bien important d'avoir tous nos résumés et tous nos retours d'expérience bien écrits et bien synthétisés. Donc c'est pour ça, pour moi les points positifs des Wargames dans la logique du retour d'expérience. Et Julie va nous parler donc des points positifs des Wargames dans les cours de management opérationnel. Je te laisse la parole, Julie. Merci. Du coup, moi, c'est Julie et je suis en deuxième année de licence, donc informatique et management, toujours à l'IAE Paris-Est. Donc, j'ai pu suivre les cours de management opérationnel donc avec Monsieur Lépinard, un professeur, et donc on a utilisé les Wargames. Donc, le cours s'est fait sur 4 jours, 2 jours en demi-groupe avec le jeu Marvel Crisis Protocol, et ensuite 2 jours en classe entière avec un autre jeu, donc c'était Star Wars X-Wing. Comme l'a dit Emma, donc pareil, on était séparés en 3 groupes, observateurs, collaborateurs et managers, évidemment. Pareil, comme l'a dit Monsieur Lépinard, les managers et les collaborateurs ne sont pas au courant des théories avant la séance de management. Donc voilà, par contre, les observateurs, eux, sont au courant et préparent à l'avance toutes ces théories. Donc, à la fin du temps de jeu imparti, les observateurs font la synthèse de leurs observations. Oh, elle n'est pas activée ma caméra. Si, on te voit bien. Si, on te voit bien. Ok, merci. Donc, oui, donc les observateurs font un débriefing de ce qui s'est passé. Alors, quand ils font ce débriefing, on peut voir plusieurs choses. Donc, les managers se rendent compte de ce qu'ils ont fait ou pas fait par rapport à des théories qui ont été expliquées juste avant par Monsieur Lépinard. Donc, voir qu'ils ont mis en place des choses sans même savoir les théories qui étaient derrière. Donc ça, c'est plutôt très intéressant de voir que de manière naturelle, finalement, on met des choses en place. Pour ce qui est des collaborateurs, pareil, en fait, ils voient ce à quoi ils ont été confrontés pendant la séance de jeu. Après, c'est au tour des managers de faire leur retour. Alors, je trouve que pendant qu'on est manager, on en apprend plus sur nous-mêmes que sur le management, enfin, que sur la partie théorique, parce qu'on voit nos réactions face à des situations stress, quand on voit notre équipe ou notre stratégie s'écrouler totalement, comment réagir, etc. Et surtout, on se rend compte que finalement, on a mis en place des choses, des théories managériales, sans s'en rendre compte de manière naturelle, qu'ensuite on doit apprendre du coup pour exactement le jeu révèle les personnalités vraiment. Et du coup, le fait d'apprendre les théories pour le cours d'après, ça nous permet quand on est de nouveaux managers, parce que voilà, on l'est plusieurs fois dans le cours, d'essayer de les mettre en place, de se rendre compte que c'est pas facile, mais c'est faisable de mettre ce genre en place, contrairement à des cours plus théoriques comme j'ai pu avoir l'année dernière en L1, où on nous donne des théories, mais on ne voit pas forcément comment les mettre en place. Là, on voit qu'on les met en place naturellement. Ensuite, pour ce qui est du rôle de collaborateur, donc honnêtement, c'est le rôle où on apprend le moins sur nous-mêmes, mais par contre, on se rend compte de comment on vit un certain type de management et donc de ce qu'on ne veut pas faire après nous subir, par exemple, à nos collaborateurs, de ce qu'on aimerait mettre en place de différent pour que ça marche mieux. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup, Julie et Emma, pour ce petit témoignage. Super. Restez avec nous, hein, parce que peut-être qu'il y aura des questions à la fin qui vous concerneront. Est-ce que... Oui, Susan est là. Je Voilà, suis là. Emma, vous Il pouvez était temps. couper votre webcam parce qu'en fait, sur YouTube, il n'en prend que deux.
Voilà, et comme ça, on verra Susan. Voilà. Merci beaucoup. Susan, on t'écoute. Alors, moi, je suis là pour vous parler de mon expérience en tant que participante stagiaire au DU APHJ, donc Apprendre par le jeu, qui est organisé à Lille, que j'ai suivi j'ai aucune notion des dates, je crois que ça fait 3 ans. Euh, Ce que ça m'a apporté, alors moi je travaille dans le monde du jeu des serious games depuis 15 ans à peu près. Et ce que je suis venue chercher dans le DU, c'est le moyen de conforter en fait et d'aller challenger un petit peu ce que je connaissais de manière empirique sur les jeux et d'aller chercher un petit peu les fondamentaux, la théorie, qu'est-ce qu'il y avait derrière, quelles étaient les dernières recherches qui avaient été faites sur les serious games, sur leur usage en formation, etc. Et puis ce que j'ai trouvé en ne venant pas le chercher plus que ça, c'est un réseau qui est très important et qui finalement se concrétise aujourd'hui dans plein de projets qui voient le jour. Alors pour donner des exemples de collaboration, on a édité avec des anciens étudiants et notamment, je vais le citer, Mathieu Boucher, un jeu qui s'appelle On fait un jeu qui reprend toutes les mécaniques de jeu. On a créé des événements autour du jeu, donc il y a vraiment une communauté en fait qui prend corps. La participation au DU, vraiment, ça a été de très très belles rencontres et une confrontation d'usages différents du jeu dans la formation. Sachant qu'on n'a pas les mêmes usages, on n'a pas la même façon de travailler et c'était intéressant de voir finalement la multiplicité des usages et d'aller challenger un petit peu nos manières de travailler et nos connaissances sur le sujet parce qu'on n'est pas si nombreux et que se poser des questions, eh bien, c'est important. Donc voilà en tout cas mon retour, ça a été très riche, très dense comme formation. Aujourd'hui, dans les projets qui font sens à Presse DU, par exemple, ça a été Les Frappés du Game, qui est une série où on crée un jeu sur des sujets de société. Qui est toujours en partenariat avec le DU, et puis plein de projets. Et je ne sais même pas si je dois aller plus loin, Philippe, dis-moi, sur le retour d'expérience ou si je passe déjà la parole à Julien pour parler du DU. Tu me dis si j'ai du temps ou pas. Écoute, comme Julie et Emma, reste avec nous, on va enchaîner avec tout le monde, et puis ensuite on pourra discuter entre nous avec des éventuelles questions, si tu es d'accord. Parfait, c'est Ok. Parfait. Merci beaucoup, Ma Susan. caméra. Julien? Oui, je suis avec vous. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que je peux partager? Alors, tout l'écran. Bon, non, ça n'a pas l'air de vouloir marcher. C'est pas grave. Je voulais vous mettre la plaquette du DU, mais ça marche pas. Donc, c'est pas grave. Donc, merci beaucoup, Susan, pour ton témoignage. Et puis, je tiens à préciser que Susan, aujourd'hui, intervient dans le cadre du DU depuis 2 ou 3 ans sur justement des cours qui sont notamment des cours introductifs au DU pour amener en fait les personnes, les nouvelles promotions à mieux se connaître, à avoir des bonnes bases pour travailler en mode distanciel et puis à leur donner en fait un cadre qui va servir tout au long de la formation, notamment sur les aspects qui sont en lien avec la modélisation d'un cahier des charges qu'on appelle le SGDD, c'est-à-dire le Serious Game Design Document. Mais Susan est également une personne ressource précieuse puisqu'elle organise, comme elle l'a dit, la Game Jam, qui est un moment très important dans le cadre de la formation. Alors, de manière très simple, ce DU Apprendre par le jeu, comment il se structure? Il se structure en 3 temps. Il y a d'abord un temps où on va éclairer, c'est-à-dire qu'on va donner des apports théoriques sur les aspects de jeu, qu'est-ce que c'est que le jeu, qu'est-ce que c'est que le serious game, à quoi ça se rattache d'un point de vue scientifique. Donc on va parler de grands courants de la
ludologie, et puis on va aussi parler d'auteurs qui ont fait la ludologie, comme Huizinga, Kaiwa. Donc on va chercher pour les plus anciens, puis ensuite on va parler de choses plus récentes, des game studies, et puis là, dans un deuxième temps, on est aussi dans le pratico-pratique, c'est-à-dire qu'il nous faut aussi être dans du concret. Donc, on essaye de proposer des activités ludopédagogiques concrètes, montrer ce qui fonctionne moins bien, pourquoi ça fonctionne moins bien. Donc ça, c'est vraiment par le faire qu'on arrive à essayer de l'expliquer. Et puis, on débat, parce qu'on ne détient pas forcément la vérité. On a des personnes qui arrivent avec d'autres visions, comme le disait Suzon. Donc, ça nous permet d'enrichir aussi les échanges. On a des personnes qui, dans la salle, interviennent, comme par exemple Laurent Aldon, qui amène aussi sa vision des choses, qui est très intéressante parce qu'elle est issue du terrain et il nous montre comment il crée des jeux, comment il amène ça auprès de ses élèves. Et puis, on multiplie ces témoignages. Voilà, donc Philippe et Antoine, encore une fois, hein, je vous dis que vous êtes les bienvenus si vous souhaitez intervenir, parce que c'est ça, c'est un réseau qu'on essaye de construire, un peu comme tu l'as fait avec EduTeam, et je trouve ça très chouette. Moi, j'avais initié ça aussi un peu avec Ludosciences, on est un peu sur ces aspects-là. Et enfin, la dernière grande partie du DU, c'est le projet personnel qui est porté par les personnes qui participent de promo en promo. Et l'idée, c'est de faire comprendre dès le départ que le projet qui sera porté dans le cadre du DU, ce n'est pas une finalité en soi pour la formation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire ce projet pour faire plaisir aux membres du DU, mais que ça doit être une étape, un accompagnement pour aller plus loin à l'issue du DU. C'est-à-dire qu'est-ce qui permet en fait de concrétiser le projet en question dans le cadre de sa sphère professionnelle ou dans le cadre des projets que l'on porte. Ça, c'est très important pour nous. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de faire comprendre que on est là pour faire en sorte qu'on maximise les chances de la réussite du projet à l'issue du DU. Et donc, les gens sont très surpris, par exemple, quand ils sont enseignants, professeurs, dans des écoles, par exemple, de devoir réfléchir sur les aspects modèles économiques. Oui, mais on n'est pas là pour vendre des jeux, on est là pour les... Oui, mais il n'empêche que Laurent Aldon en est l'illustration. Comment on fait pour renouveler les jeux? Quelles sont les mises à jour qu'on peut opérer? Si au bout d'un moment, on n'a plus de moyens pour le faire, ben, ça ne marche pas. Donc, Laurent a écrit un livre, il vend des jeux, il vend des livres de sudoku. C'est des moyens qui permettent ensuite de permettre l'achat de matériel, par exemple. Donc ça, c'est une très belle illustration pour expliquer le pourquoi du comment. Et puis évidemment, quand on est face à des personnes qui sont porteuses de projets, il faut évidemment s'intéresser à ce qu'est une étude de marché, à ce qu'est une étude de faisabilité, pour amener ensuite, dans le cahier des charges, les éléments qui vont nous permettre en fait de voir si le projet est viable, s'il y a bien un public qui sera prêt à utiliser le jeu en question. Enfin, la dimension scientifique est également importante parce qu'on va titiller les porteurs de projets sur l'aspect évaluation. C'est-à-dire, quand on propose un jeu dans le cadre d'une application dans un contexte utilitaire, il faut savoir si on a répondu aux objectifs initiaux. Est-ce que le jeu en question est capable de faire passer les messages qui étaient souhaités par les concepteurs? Si oui, comment on peut le prouver? Comment on peut le démontrer? Quelles sont les méthodes qu'on va pouvoir mobiliser en face pour pouvoir le faire? Et donc là aussi, on voit qu'on a bien une congruence entre les aspects de terrain et les aspects scientifiques. Voilà. Et puis ensuite, dernier point, à l'issue du DU, on essaye de garder le lien avec les alumni, donc en les faisant intervenir dans le cadre du DU pour qu'ils partagent leur savoir-faire, leur expertise. Donc c'est le cas de Suzon, hein, qui a une société qui a pignon sur rue du côté de Rennes, qui s'appelle Evolude, et qui va partager son savoir-faire. On a aussi Ingrid Dujardin qui va, par exemple, nous parler des aspects juridiques. Donc tout ça, c'est un moyen en fait de montrer que les participants d'un jour deviennent quelque part les formateurs de la promo suivante, et ça permet ainsi
de conserver des liens et d'entretenir un tant soit peu les réseaux. Philippe? Merci beaucoup, Julien. C'est justement le temps de Laurent. Donc Laurent va nous parler notamment de pourquoi il a écrit ce livre-là. Oui, bonsoir à tous et merci d'être présent. Donc, en fait, moi, historiquement, j'ai conçu des jeux pour ma classe et j'ai développé donc certaines cartes que j'ai fait imprimer. Et voilà, l'université m'a fait comprendre qu'on ne faisait pas jouer ses étudiants aux cartes en classe. Et donc, je ne pouvais pas me les faire rembourser. Et donc, j'ai profité du confinement Covid pour écrire un retour d'expérience où j'explique comment j'ai mis en place du jeu en classe. Et petit à petit, j'ai d'abord détourné des mécaniques de jeu existantes avec des jeux de cette famille, un Trivial Poursuite adapté à mon cours de sciences des matériaux. Et ensuite, j'ai conçu carrément toute une activité pédagogique autour du jeu de rôle qui consiste en fait à détourner des composants d'une imprimante 3D pour les reconfigurer différemment afin de concevoir un instrument de mesure pour caractériser les matériaux en sciences des matériaux. Et donc, ce jeu, finalement, aujourd'hui, se joue en 4 heures. Donc, je mets mes étudiants au défi de s'organiser, de trouver des stratégies de résolution de problèmes complexes afin donc de me proposer un instrument de mesure qui est réellement utilisé ensuite en sciences de TP. Donc, c'est de l'auto-équipement de ma salle d'expérience avec une évolution progressive, un enrichissement de panels d'instruments de mesure, puisque moi, c'était quand même au laboratoire mon cœur de métier aussi. Donc, je suis chimiste de formation, j'enseigne à des mécaniciens et je fais du développement informatique avec aussi l'enseignement de la programmation Python, du C# pour programmer des cartes de prototypage Arduino. Et voilà. Et donc, mon bouquin m'a permis donc de financer, de me rembourser l'avance que je faisais sur le développement des cartes et des jeux de plateau. Et donc, je suis très satisfait de ce premier salon. Je remercie justement les organisateurs et la ville d'Istres qui m'a proposé un stand. Et ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes avec qui j'étais en contact sur LinkedIn, de mettre de vrais visages sur des noms et d'échanger. Et ça a été une super journée, très enrichissante. Et je suis très satisfait. Et si l'événement est reconduit, je reviendrai volontiers échanger et partager mon expérience. Merci beaucoup, Laurent, pour ce petit témoignage. Donc, je vais garder la parole avant Antoine. Donc, oui, voilà, le livre de Laurent, Innovation. Remets-le qu'on lise bien le titre, Laurent. Voilà. Innovation pédagogique, Ouais. Serious Gaming et, on va pas le dessous, Game Design. Merci. Donc, je prends la parole pour une minute, moi, pour aborder pourquoi le projet du team. Hein. Donc, le projet de recherche et du team que je vous ai présenté tout à l'heure, pourquoi l'avoir lancé? Tout d'abord, pour poursuivre les travaux d'un groupe de recherche qui avait débuté en 2013, qui s'est arrêté en 2016, où d'ailleurs la majorité des gens qui ont parlé ici ont fait partie. Hein. Il y avait déjà Julien, il y avait Antoine, c'est là où où je les ai rencontrés. C'était un groupe de recherche sur les serious games mené par une association scientifique qui était l'AIM, donc l'association Information Management. Et après 2016, eh bien, on s'est tous séparés, on était une quinzaine. Chacun est allé un petit peu dans travailler sur sa thématique. Hein. Et c'est là où Julien a commencé à s'intéresser au Serious Escape Game. Antoine terminait sa thèse sur les MMORPG. Et moi, j'étais à l'époque militaire, donc je travaillais sur la simulation professionnelle, la simulation de vol, mais les simulateurs full flight notamment. Et donc, on me suis dit ce serait intéressant de poursuivre ces travaux au-delà du concept de Serious Game
Et donc, les premières idées, et ça fait écho à la question que m'a posée tout à l'heure Antoine sur comment embarquer les collègues, c'est de faire un point, une sorte d'état de l'art sur comment finalement, à cette époque, on enseignait à l'udopédagogie, en tout cas, quelle méthode on mettait en œuvre, méthode ludopédagogique, et c'est là où, avec une collègue, Isabelle Vendangeon de Rumé, on a identifié grâce à un tas de l'art assez conséquent et des dizaines d'entretiens, les fameuses 9 techniques ludopédagogiques pour notamment bien identifier ce qu'on entendait par la gamification, par les simulations gamifiées, par les serious games, etc. etc. Bon. Donc ça a été le pourquoi. Donc d'abord pour nous, pour les enseignantes et enseignants qui s'intéressaient à la ludopédagogie, faire un état de l'art de ce que se faisait, comment on enseignait, comment on mettait en œuvre les différents jeux. Et à partir de là, la nature ayant peur du vide, cherche toujours à la combler, et dans le détournement du jeu, le serious gaming, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait, ou en tout cas c'était extrêmement peu visible. Et là, on entend Laurent, on entend tous les collègues ont mis des jeux dans leurs cours depuis très longtemps, bien avant le projet du team, mais c'était vraiment peu visible. Et donc, on a cherché avec des collègues à éclairer ce détournement des jeux en ayant une approche un petit peu plus scientifique, en tout cas raisonnée. D'où, voilà, pourquoi ce projet du team. Alors, si vous allez sur le site, vous verrez qu'on essaie d'être au maximum en open science. Donc, le pourquoi former à la ludopédagogie et comment et où, eh bien, on essaye de mettre le maximum d'informations et notamment de publier sur des revues en open science pour qu'elles soient accessibles au plus grand monde. Notamment les 9 techniques ludopédagogiques, hein, c'est un article sur une revue éducation en open science. Donc voilà, on essaie vraiment de diffuser. Et donc notre projet, c'est ça. C'est diffuser la connaissance qu'on a pu co-construire avec les collègues, avec les étudiants. Hein. Vous avez entendu tout à l'heure Emma et Julie, mais maintenant, les étudiants qui participent à ces projets, le projet du team se compte à peu près à 500 ou 600 étudiants, hein, qui sont passés sur ces cours-là. Donc voilà pourquoi à l'époque on a souhaité structurer cette vision de détournement des jeux et poursuivre les premiers travaux académiques un peu structurés de francophones via le groupe Serious Game de l'AIM. Voilà pour moi. Antoine, le CIGE. Yes, je vais terminer du coup cette table ronde, si on peut dire ça, en tout cas les interventions. Bon, ça fait écho finalement à tout ce que l'on a pu entendre jusqu'alors. Hein. Donc c'est vrai que, pareil, on va remonter un peu dans le temps pour le CIGE, qu'on peut prononcer aussi CIGE, là c'est à la volonté de chacun. Donc il y a 7 ans, on était en 2017, non, 15. Non, 17. Non, 5 ans. Mais mince, non, je confonds avec autre chose. C'était il y a... Mais mince, non, j'ai un bug au niveau des dates. Ça devait être en 2016, puisqu'on est à la 7e année. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était en 2017, ouais. Ou 16, enfin bon. C'est... On a un problème au niveau des dates. Bref, en tout cas, en 2017, c'est vrai que j'avais eu l'idée d'un événement, mais peut-être qu'on va encore remonter avant, et notamment, tu as parlé de ma thèse. Alors, c'est pas du tout pour faire de l'égocentrisme, loin de là, mais il y a un point d'origine, et je pense que certains collègues vont s'y retrouver. C'est que lorsque j'avais débuté ma thèse sur les jeux vidéo, sur les MMORPG, donc les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs en gestion, eh bien, on peut dire que j'ai pas eu, on va dire, un accueil très favorable de la part de toute la communauté scientifique, puisque certains se sont dit, mais pourquoi il fait une thèse, il fait de la recherche sur les jeux vidéo en gestion? C'est le serious game. Le jeu vidéo, on s'amuse. Il n'y a rien à faire là-dessus. Mais vraiment, j'avais ce type de remarques. Mais je suis quand même allé jusqu'au bout. Et petit à petit, j'ai vu que j'arrivais à convaincre du coup les personnes. Et je me suis rendu compte aussi que finalement, la recherche sur le jeu vidéo à l'époque, eh bien, on était quelques-uns à s'y intéresser en gestion, mais un peu disséminés un peu partout en France. Il n'y avait pas de laboratoire proprement sur cette thématique, en France en tout cas. Et donc en 2016, eh bien, quand j'ai été finalement recruté en tant que titulaire maître de conférence à l'IUT de Montpellier 7, de l'université de Montpellier, j'avais comme projet notamment
de pouvoir fédérer la communauté scientifique autour des thématiques de recherche sur le jeu. Donc à la base, c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas faire une journée de recherche sur le jeu vidéo. Et à l'époque, mais là c'est un peu, on va dire un petit scoop, parce que même je crois que Philippe ne le sait pas, mais c'était pas forcément, je dis bien pas forcément à 100% orienté ludopédagogie au tout départ. C'était vraiment management et vraiment jeu. Et j'avais entendu parler de ce mot ludopédagogie, je me suis dit pourquoi pas le mettre, mais c'est vrai que moi-même j'en étais pas convaincu. C'est avant tout management, e-sport et jeux vidéo. Et donc et pédagogie ludique, mais je n'avais pas encore ce terme de ludopédagogie. Et donc c'est vrai que le 8 juin, voilà, j'ai la date maintenant, le 8 juin 2017, à Montpellier, à l'IAE de Montpellier, on a organisé le premier événement donc du colloque international Game Evolution, qui à l'époque d'ailleurs n'avait pas le mot international, qui en était que des Français. Donc c'était le colloque Game Evolution. Et là, qu'est-ce que je vois ? Il y avait 30 personnes dans la salle. Wouh ! Je peux vous dire que c'était une petite victoire déjà pour moi et les personnes présentes d'arriver à fédérer des scientifiques autour de cette thématique. Alors c'est vrai que à cette première édition, c'était vraiment les chercheurs et les doctorants qui étaient davantage visés. Il y avait des tables rondes, mais très peu d'interventions et il y avait donc un public de 30 personnes. Et puis, la deuxième édition, elle s'est également déroulée à Montpellier. C'était le 7 juin 2018. Et là, je vois qu'il y a davantage de personnes qui fédèrent puisqu'on arrive à 45 personnes qui sont présentes le jour de l'événement. Et là également, il y a des professionnels qui viennent, c'est-à-dire des professionnels d'entreprise qui s'intéressent à ces thématiques de recherche scientifique autour du jeu, des pédagogies ludiques et de l'e-sport. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose encore à faire, on va poursuivre. Et là, je rencontre un peu, on va dire, tu l'as bien dit, Philippe, mais c'est vrai qu'on se connaissait donc des journées système d'information et serious game. Je crois que c'était ce nom-là qui était donné à ces interventions finalement, des journées autour du serious game, autour des systèmes d'information en gestion. Donc, j'ai recontacté Philippe à l'époque, on se connaissait, et je lui ai dit, ça te dirait finalement de co-organiser cet événement, parce que seul, c'était de plus en plus difficile de pouvoir gérer cet événement, d'avoir des responsabilités à côté. Et je me suis dit, avec Philippe, on a des terrains d'entente et je lui ai fait confiance, on s'est fait confiance finalement. Et je pense qu'on a eu raison, parce qu'aujourd'hui encore, ça marche. Et je t'en remercie énormément, Philippe, tu le sais, de co-organiser. Et donc, la troisième édition ne s'est plus tenue à Montpellier, mais à Créteil, donc à l'IAE Gustave Eiffel, je pense que ça s'appelle toujours comme ça, de l'UPEC. Si je ne me trompe pas, c'est toujours ce nom-là. C'est Paris-Est maintenant. On a changé de nom. Paris-Est, pardon. Non, ça a changé cet été. D'accord, d'accord. Donc, ça s'appelle l'Université Paris-Est. Non, c'est l'IAE Paris-Est. Ah, l'IAE Paris-Est, voilà, d'accord. De l'Université Paris-Est Créteil. Voilà. D'accord, donc l'IAE Paris-Est de l'Université Paris-Est Créteil, mais tu fais bien de me le dire, que Non, c'est pas l'erreur. Ouais, et donc là, pareil, qu'est-ce qu'on voit ? On est un événement, donc pas à Montpellier, donc un peu plus, on va dire, abordable. Et on avait 95 personnes, je crois de mémoire, à peu près une petite centaine, mais un peu moins quand même, un peu moins. Donc on voit qu'il y a davantage de personnes, il y a des étudiants, et donc surtout les étudiants de Philippe qui sont là, et qui sont notamment dans le projet EduTeam. À l'époque, le projet EduTeam naissait de mémoire, c'est ça, hein, du coup, Philippe ? Ouais, 2016. Tu précises. 2016. Voilà, donc. Ouais, 2016, on était en 2019, donc il y avait quand même certaines années. Et donc là, on avait des retours d'expérience également qui commençaient à naître. Et donc, on était très contents de voir que la communauté étudiante, enfin les étudiants étaient intéressés, on avait de bons retours. Et on a poursuivi. Et là est arrivé quelque chose que, bien sûr, personne n'a connu, qui s'appelle la Covid-19. Et c'est vrai que, enfin, j'en rigole maintenant, mais c'est pas rigolo en soi, bien sûr. Mais on s'est dit avec Philippe, est-ce qu'on maintient l'événement ? Et à cette époque-là, tous les événements scientifiques soit s'annulaient, soit se passaient en ligne. Et puis avec Philippe, je crois que ça s'est arrivé, on a pris, peut-être 4 secondes et demie pour décider qu'on le maintenait et qu'on le faisait en ligne. Et c'est vrai qu'on est passé sur Twitch, donc sur Twitch et sur Zoom. Et là, on a continué l'événement. Et on s'est dit, est-ce que ça va marcher ? Parce qu'on passe d'un événement physique à un événement en ligne. À l'époque, c'était un défi. Et donc là, oui, ça a marché puisqu'on a eu, on a eu 450 personnes uniques qui sont passées soit sur Zoom, soit sur Twitch, même si c'était un quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on a vu que les personnes piochaient finalement les conversations, les présentations. Et ça a marché. Et la 5e édition, finalement, a aussi marché en 2021. Vu qu'elle s'est faite en ligne. L'édition 2021
2022 s'est faite en ligne aussi. Et donc, la 2023, tu as un peu spoilé, Philippe, mais c'est pas grave parce que ça a été déjà annoncé. Donc, en 2023, il y aura aussi l'édition qui va se passer en ligne. Et qu'est-ce qu'on a vu pour faire court sur cet historique, hein, c'est qu'il y a eu, certes, la communauté scientifique, dont certains ici ont participé pour faire des présentations, les étudiants, les professionnels, les institutionnels aussi. Donc, on commence vraiment à fédérer des personnes autour de la ludopédagogie, autour de l'e-sport, autour du management, mais aussi d'autres disciplines. C'est-à-dire que le jeu, pour faire court, c'est un objet de recherche, en tout cas en France, mais l'objectif, ça serait d'en faire, allez, on va se permettre de rêver, un champ disciplinaire comme il en existe donc dans le monde anglo-saxon avec les Game Studies. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est que petit à petit, on arrive à institutionnaliser la recherche francophone et surtout française autour du jeu pour petit à petit en faire peut-être, j'ose rêver, un champ disciplinaire avec toute la richesse des approches on va dire, transdisciplinaires. Donc, on a vu avec Laurent qui est autour de la mécanique, de la chimie, si je me trompe pas, Laurent, hein, c'est un peu sur ça que tu travailles. Et donc, on a différentes approches. On l'a vu lors du CIGE. Donc, le CIGE, le colloque international Game Evolution, c'est aujourd'hui un événement qui est accessible à toutes et à tous, qui est gratuit, et qui, on va dire, on verra avec Philippe, mais ça va pas changer. On n'aurait pas de raison de changer à ce que ce soit gratuit. C'est ouvert au grand public sur Twitch, bien sûr, pour que ce soit, on va dire, accessible, que la science soit accessible. Vous pouvez, donc là, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent actuellement en replay ou même sur l'événement, donc à Istres, vous pouvez participer en proposant une communication, un retour d'expérience, même les étudiants. Donc là, on a entendu Emma, Julie, vous pouvez vous-même proposer un retour d'expérience lors de ces journées. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, rendez-vous l'année prochaine pour cet événement. À la rigueur, Philippe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, juste les dates. C'était juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Le 25 voilà, et 26 le 25 mai. et 26. Voilà, le 25 et 26 mai. Voilà, sur Zoom. Réservé. Sur Zoom et Twitch, donc Ouais. on fera comme d'habitude. Donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. L'objectif, c'est qu'on parle jeu, à la fois d'un point de vue scientifique, professionnel et institutionnel. Et jeu au sens large, hein. Ça peut être le jeu vidéo, le jeu de société, les escape games, l'e-sport, ça me tient à cœur, c'est une de mes thématiques de recherche, l'e-sport également. Merci beaucoup Antoine. Eh bien, on a vu 4 mini-présentations qui vous permettent de savoir où se former, comment se former. Donc, de manière très institutionnelle, le DU proposé par Julien Alvarez. De manière peut-être un peu plus en autodidacte, lire les livres de Laurent Aldon ou aller regarder et étudier les documents qui sont mis à votre disposition sur le site du projet de recherche et du team. Et enfin, eh bien, participer à l'actualité plutôt grâce à un colloque ouvert chaque année, donc le colloque international Game Evolution qui se déroulera donc fin mai. Voilà 4 moyens pour se former à la ludopédagogie dans le monde francophone actuellement. Donc si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas, même entre nous, hein, bien entendu. Alors, pour soumettre les propositions, c'est le 15 février. Vous avez jusqu'au 15 février pour les propositions et on a quatre types de propositions cette année. L'article scientifique classique, le retour d'expérience, le poster et enfin des travaux étudiants. Alors, juste pour info, les travaux étudiants, on a eu un petit échange avec Antoine. On a vraiment ouvert. C'est pas que des travaux de mémoire. Tout simplement parce que l'année dernière, on s'est rendu compte que les étudiants qui ont proposé, ça couvrait de la 3e année de licence jusqu'au doctorat. Donc en fait, voilà, un docteur finalement, il peut soit un article scientifique sur les 4, c'est faisable. Mais par exemple, des étudiants qui ont fait quelque chose même en 3e année de licence, qui ont envie de le partager, c'est tout à fait possible. Donc c'est le 15 février cette année. D'ailleurs, Philippe, on a eu de la présentation tout à l'heure de Thomas sur le jeu iRobot, hein, fait avec Joanne. On pourrait parfaitement avoir ce retour d'expérience, en tout cas, ou une communication autour de ça. Oui, d'ailleurs, tu l'as dit, mais il y a
les articles sont soumis aussi par des professionnels, hein. On demande Oui. simplement que quand un auteur de jeu ou quand quelqu'un qui n'a pas de dimension recherche ait un retour réflexif sur son travail. Voilà. Donc, faut pas que ce soit une communication publicitaire, mais voilà, une personne qui veut mettre en avant son jeu peut le faire en ayant cette dimension réflexive et notamment en ayant fait un petit peu un état de l'art sur l'existant pour démontrer et montrer la plus-value de son serious game ou de son détournement de jeu dans l'information. Donc c'est tout à fait possible dès lors qu'il y a un apport réflexif, hein, tout le monde peut présenter des textes. Voilà. Et dans tous les cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter même a posteriori sur les réseaux sociaux, sans problème, Philippe ou moi-même. Alors moi, j'ai peut-être une question, peut-être pour amener le débat ou sur autre chose que le siège, mais je vois Thierry se lever, peut-être que tu voulais intervenir. Alors, c'était peut-être pour dire le livre de Laurent sur Amazon. Sur Amazon. Ou sinon, vous me contactez directement sur LinkedIn et je vous les envoie par la poste. Et vous demandez une jolie dédicace. Comme voilà. Ça. Oui, du coup, Philippe, j'avais peut-être une première question. Bah vas-y, pour animer. hein, ouais. Voilà, donc déjà, je m'adresse à Julien avec plaisir pour intervenir dans le DU. C'est vrai que c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Donc avec plaisir, on pourrait échanger là-dessus. Mais j'ai une véritable question auprès de... Ah non, j'avais une deuxième remarque, autant pour moi, parce que j'ai pris des petites notes. Là, ça s'adresse à Laurent. Laurent, tu as dit une phrase qui m'a marqué et je suis entièrement d'accord. Tu as dit que l'université t'avait dit on ne fait pas jouer ses étudiants en classe. Et cette phrase, elle a résonné en moi parce que j'ai eu exactement le même problème. Alors, on fait partie de la même université. Ouais, mais c'est pour ça, parce que moi, on m'a jamais dit ça, moi. Hein. Voilà, mais c'est ça. Et on voit les. Alors, ça a changé depuis. Hein. Enfin, moi, en tout cas, ça a changé. Mais on voit un peu les réticences et les mentalités qui évoluent. Mais il faut toujours passer par le crash test. Et en tant qu'enseignant, eh bien, on a ce crash test. On est des crash tests. Laurent, c'est un crash test. Je suis un crash test. Je sais pas ce que tu en penses, Laurent, sur ça, mais ça a changé. Mais au début, c'était pas ça. Moi, je suis originaire de l'ouest de l'Hérault et dans l'ouest de l'Hérault, on lâche rien. Yes, là, je suis entièrement d'accord. Et 15 ans de rugby, ça forme aussi. Ma véritable question, du coup, va s'adresser à Emma et à Julie, si vous m'entendez. Donc, c'est vrai que vous êtes étudiante auprès de Philippe Lépinard, hein, de votre enseignant. Et moi, en tant qu'enseignant aussi en sciences de gestion, j'ai une question à vous poser. Finalement, lié management et apprentissage ludique, est-ce que pour vous, en rentrant à l'université, c'était quelque chose à laquelle vous vous attendiez d'apprendre finalement le management par le jeu, par ce projet EduTeam? Comment vous l'avez vécu? Et finalement, est-ce que vous le feriez, vous, plus tard, dans vos entreprises, lorsque vous serez professionnel, c'est-à-dire former les gens à faire des projets avec le jeu? Donc, il y a peut-être 3 questions. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous y attendiez, pardon? Et plus tard, est-ce que le jeu pourrait faire partie de vos pratiques professionnelles? Allez, Julie, qui est un petit peu, qui a découvert ça cette année. Julie, est-ce que tu veux commencer? Ouais, Philippe, on t'entendait pas, hein, pour info. Ouais. Je vais commencer du coup. Alors, est-ce que je m'y attendais? Je savais qu'on allait utiliser des jeux parce que du coup, avant de rentrer du coup dans la formation, Monsieur Lépinard nous avait expliqué qu'il y avait beaucoup de jeux et que c'était quelque chose de très important pour lui dans la formation. On nous a présenté donc le GameX Lab. Donc, je m'attendais à l'utilisation des jeux, pas forcément des wargames, pas forcément en cours de management. Voilà. Comment j'ai vécu? Au début, un peu stressée parce qu'on ne comprend pas trop comment ça marche, on ne comprend pas trop comment ça peut marcher. Et puis à la fin, on comprend pourquoi, on comprend comment. Et au final, on se rend compte qu'on a appris énormément en très peu de temps. Et voilà. Et est-ce que je le mettrai en place? Je pense que c'est quelque chose d'un peu compliqué à mettre en place. Il faut bien le réfléchir à l'avance. Mais si c'est faisable, si je trouve un moyen de le faire, franchement, oui, parce que voilà, ça permet d'évoluer très rapidement et je pense que c'est une bonne chose. Alors, juste une petite info pour Julie quand même. Julie le savait un petit peu plus que les autres aussi, puisque c'est Julie et Fanny qui ont peint les figurines qui ont été mises ensuite dans les cours. Donc, Julie et Fanny sont en L2 et leur projet tutoré
J'ose même pas penser ce que ça aurait été si je l'avais proposé à Montpellier, apparemment, hein. Mais leur projet tutoré, c'était de peindre des figurines. Voilà. Alors, mais pas peindre des figurines. Non, 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 faire des œuvres d'art, quoi. Voilà. Donc en fait, donc Fanny n'est pas là, c'est Julie qui la représente, mais elles ont peint les figurines pendant un an et donc elles ont pu jouer avec des figurines magnifiquement peintes, ce qui n'a pas eu la chance, pour le coup, Emma, qui a joué avec des figurines non peintes. Bon, ben ça, c'était anecdotique, mais Fanny savait un petit peu plus que les autres. Emma, vous en pensez quoi? Alors déjà, je regrette pas mal d'avoir joué avec des figurines toutes grises. Quand j'ai vu cette année l'Iron Man avec le doré, le rouge, c'était magnifique. Sinon, pour revenir sur les questions, je ne m'attendais pas du tout, du coup, à l'utilisation de Wargames, en fait, parce que j'avais déjà entendu parler de Serious Gaming. On m'en avait parlé de personnes qui étaient à l'université, mais alors de Wargames, je ne savais même pas trop ce que c'était. Donc ça, on va dire que je ne m'y attendais pas du tout. Mais après, comment je l'ai vécu, c'était bah, en fait quand on entend qu'on va avoir un jeu, enfin un cours avec des jeux, ça fait du bien, je trouve, de se dire qu'on va enfin un peu sortir de ces cours magistraux où en fait on a des diapos, mais on ressort, on fait le partiel et les connaissances, voilà, en fait, elles sont limite un peu superflues. Là, ça fait du coup un an que j'ai fait le cours de management opérationnel et je me souviens encore des théories. Des fois, je sors comme ça des choses. Je pourrais vous dire par cœur les petites théories de Mintzberg. Donc Eh bien, voilà. c'est parti. Allez. Non, non, en fait, Je plaisante, je plaisante. 5 sur 10, on va dire. Et, et pour le mettre en place, je dirais que ouais, j'aimerais vraiment le mettre en place si un jour j'en ai l'opportunité. Surtout que bah, là, cette année, du coup, mon projet tutoré, c'est d'être étudiante-chercheur. Donc, du coup, pour la School of Wargaming for Management Learning and Training. Je le connais par cœur. Et donc, je commence à connaître un petit peu plus ce sujet. En tout cas, plus je me renseigne, parce que là, je suis en train de faire de l'état de l'art, du coup, et plus je me renseigne et plus je trouve ça intéressant et complet. Et donc, si je pouvais le mettre en place plus tard par la suite, ce serait une très bonne opportunité. Voilà, vous constatez quand même qu'on est en train de parler avec des étudiants de L2 et L3, hein. Vous avez vu un Oui. peu la maturité, hein, sur ce type d'activité, hein. Et Emma a écrit quand même 3 articles sur des magazines de vulgarisation, mais a écrit déjà 3 articles. Et là, on est sur des étudiants de L3 donc, et L2 pour Julie. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose. Moi, j'en suis super fier, hein, de mes étudiants. Et tu as le droit, Philippe, et je pense que Julie et Emma te le rendent bien, notamment en témoignant que ce soir. Et moi, j'ai peut-être, alors je suis désolé, ça m'amène aussi une question à vous, Emma. C'est, est-ce que finalement, ce serait pas une introduction éventuellement à de la recherche sur le jeu? Est-ce que ça vous Oui. donnerait envie? Oui, oui. Mais en fait, je me rends compte de tout le potentiel que ça a, en fait, et de tout ce qu'on va avoir, ce qui renferme. Là, par exemple, pour le retext, j'ai parlé du coup des signaux faibles, des signaux forts qui là ressortent le plus. En management, c'est vraiment la position, se détacher du jeu concrètement, etc. Et bah, par exemple, là, juste dans la journée, j'ai étudié du coup les théories de Philippe Sabine par rapport au du coup créer les wargames pour du coup pour étudier l'histoire. Et en fait, on se rend compte que c'est illimité. Donc peut-être que plus tard je regarderai justement d'autres jeux que les wargames. Peut-être que bah, il nous disait qu'à Rome avant on utilisait les jeux de cartes. Donc peut-être qu'on reviendra sur les jeux de cartes. Mais en tout cas, ça a un potentiel infini pour les wargames. J'ai vu pour l'algèbre, j'ai vu l'histoire. Donc c'est un sujet qui n'a pas fini de se développer, je pense. D'ailleurs, par exemple, hein, vous citiez les signaux faibles et forts, c'est Granovetter, c'est l'auteur qui se cache derrière un peu. Mm. C'est lui. Bah voilà, donc ça fait appel à des notions en management, effectivement. Ouais. Qui sont intéressées. Qui sont restés du coup depuis la L2. C'est super. Et Philippe, ça s'améliore à Montpellier. Laurent pourra te le dire, ça s'améliore à Montpellier. Ça s'améliore. Moi, j'aurais une question pour Julien. Est-ce que Julien est là? Ah, il y a Susan qui a levé la main. Ah, juste pour excuse-moi. signer Philippe. Susan, vas-y, Susan. Excuse-moi.
Alors, je termine juste, puisque on a Emma et Julie, c'est ça. J'en profite. Parfois, on a des résistances, en tout cas, moi, je l'ai constaté, des résistances d'étudiants que ça met pas forcément dans un état confortable, pour parler un peu québécois. Ça met pas confortable de jouer en cours parce que ça les déstabilise, voilà, ils savent pas, ils perdent leurs repères. Les très bons élèves, parfois, sont un peu mis en difficulté parce que c'est pas leur manière de travailler. Est-ce que vous l'avez constaté auprès de d'autres étudiants et étudiantes qui étaient dans votre promo? Enfin, voilà, est-ce que ça a été quelque chose que vous avez vu? Du coup, je veux bien commencer. Je dirais que oui, j'ai un peu vu qu'il y avait des personnes qui étaient plus réticentes, surtout au moment de l'apprentissage des règles, en fait. Il y a ce petit moment où on va apprendre les règles, on va avoir peur, on ne comprend pas, on se dit que c'est très complexe. Après, souvent, dès le premier tour, ça va déjà mieux. Et si ça continue, en fait, oui, peut y avoir des étudiants qui sont déstabilisés, mais pour moi, c'est une bonne chose, parce que ça met les étudiants sur un pied d'égalité. En fait, tout le monde en fait, on n'a plus on va dire, c'est pas cette égalité des chances, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus à l'aise pour rester devant des cours magistraux toute la journée. Il y en a qui le sont moins, et là, c'est tout nouveau. Donc, tout le monde repart sur le même pied d'apprentissage, on va dire. Mais aussi, sachant qu'on n'est pas noté sur notre prestation dans la séance, mais plutôt sur les concepts qu'on apprend, qu'on va développer, on n'est pas noté sur comment on se comporte, en fait. Si on n'aurait pas réussi le Wargames, personne ne s'en souviendra. On sera un peu déçus de nous-mêmes, mais pas plus, en fait. Du coup, ça nous déstresse vachement, en fait. Rien que sur ça, en plus, par exemple, pour le cours de Wargame, si on se présente en cours, on a 20 sur 20 en fait. Pas sur toutes les notes, mais juste le fait de se présenter, ça nous garantit un 20. Donc en fait, on y va, on a déjà la récompense d'avoir une bonne note, alors que sur un cours magistral, justement, ça ferait plus peur en fait, parce qu'on pourrait être là à toutes les séances, pas avoir compris le test à la fin voilà, avoir des mauvaises notes, alors qu'ici, on a vraiment l'opportunité d'essayer. Super, et je félicite Philippe d'avoir réussi ce tour de force du droit à l'erreur. Bravo. Julie, vous voulez rajouter quelque chose, Julie? Moi, c'est dans ma classe, il n'y a pas trop de problème pour commencer, enfin avant de jouer. Tout le monde était plutôt content de jouer avec un jeu. C'est plus au début, les premiers managers ont eu du mal quand ils se sont rendus compte que c'est pas que jouer, c'est vraiment un cours, etc. C'est là qu'il y a eu la première difficulté, mais ensuite, voilà, comme tout le monde y est passé, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'en profite d'avoir la parole pour répondre à une question qu'il y avait dans les commentaires. Comment tu sais, Julie, que tu as appris? Pourrais-tu donner un exemple? Et comme je l'ai précisé, on passe plusieurs fois en tant que manager et on se rend très vite compte entre la première et la deuxième fois de l'évolution qu'il y a eu, du fait qu'on ait appris des choses, qu'on les met en place. Donc, voilà. C'est comme ça que je sais que j'ai appris des choses. Excellent. Merci beaucoup de votre intervention. On va redonner la parole à Thierry pour clôturer la soirée. Thierry, est-ce qu'on t'entend? On t'entend pas, Thierry. Approche-toi. Vous m'entendez? Ouais. Oui, là c'est bon. Ok, parfait. D'accord. Bon, là, c'est dommage, on arrive au bout du timing. Il y avait des questions intéressantes à poser à l'ensemble, donc on ne va pas pouvoir le faire. Merci à tous. Merci à toi, Thierry. Oui, parce que merci. Je pense que c'est toi qu'il faut remercier pour l'organisation. Nous, on n'a fait que suivre. Voilà. Regarde, même Julien rallume sa caméra pour te faire un coucou groupé, Thierry. Bravo. Et d'ailleurs, est-ce qu'on garde un souvenir en faisant une capture d'écran un peu pour poster sur les réseaux en allumant toutes les webcams? Oui. Voilà, c'est ce que j'ai proposé. Voilà, on regarde tous la webcam. Suzon est parti. Je vous donne rendez-vous sur les flash meetings de Loding, sur notre réseau LinkedIn, là où on échange sur énormément de méthodes, de méthodologies, une communauté en train de se développer, qui mêle à la fois des chercheurs et des professionnels. Et puis, je vous dis à bientôt sur le net. Merci à vous tous d'avoir participé.
Absolument. Merci Thierry. Quel plateau, merci Au Thierry. revoir tout le monde. Au revoir. Ciao.